Avez-vous déjà eu l'impression de perdre le contrôle de votre propre vie? Que ce qui vous appartient, ce pourquoi vous avez travaillé si dur, semble soudain vous échapper des mains. Imaginez ouvrir la porte de votre propre maison et sentir que vous êtes un étranger chez vous. Sentir que chaque pas, chaque regard, chaque geste est jugé. Pire encore, que tout ce que vous possédez est traité comme si cela n'avait jamais été le vôtre. Voilà l'histoire de Julia. Une femme ordinaire, avec des rêves et des réussites, mais qui s'est soudain retrouvée entourée de personnes qui ont transformé sa vie en un véritable cauchemar. Mais savez-vous ce qu'il y a de plus impressionnant? Ce n'est pas ce qu'ils lui ont fait. C'est ce qu'elle a décidé de faire après. Et c'est ce que vous allez découvrir maintenant. Avant de continuer, j'aimerais vous demander une chose. Si vous croyez, vous aussi, que chaque histoire mérite d'être entendue et que nous pouvons beaucoup apprendre des expériences des autres, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela nous aide à partager davantage d'histoires réelles et marquantes, capables de changer la façon dont vous voyez la vie. Maintenant, respirez profondément, car ce que vous allez entendre est bien plus qu'une simple histoire. C'est une leçon de courage, de nouveau départ, et sur le fait que, même quand tout semble perdu, il y a toujours une issue. Je m'appelle Sophie Morel, j'ai 31 ans, et je suis créatrice indépendante. Mon métier consiste à concevoir des interfaces graphiques et des outils numériques pour les entreprises. J'ai toujours été passionnée par le design et la technologie, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est la liberté que ce métier m'offre. Cela me permet de m'exprimer, de créer, et surtout de ne dépendre de personne. Mais il fut un temps où j'ai abandonné cette liberté, croyant naïvement que l'amour pouvait tout combler. Ce temps, c'était lorsque je me suis mariée à Adrien Duval, un homme charmant et charismatique qui a su me convaincre qu'il était l'homme de ma vie. Mais comme je le découvrirai bientôt, l'amour peut parfois être un piège. Tout a commencé dans un petit restaurant italien où mes collègues et moi avions l'habitude de déjeuner après le travail. Le lieu était chaleureux, avec des nappes à carreaux rouges et blancs, une odeur alléchante de pizza cuite au feu de bois, et une atmosphère presque familiale. C'est là que j'ai rencontré Adrien. Il était serveur, et il avait ce sourire éclatant qui semblait illuminer toute la pièce. Mes collègues ne parlaient que de lui, et je dois admettre que moi aussi, j'étais fascinée. Il avait une manière de vous regarder qui vous donnait l'impression d'être la seule personne dans la pièce. Un jour, alors que je buvais un café après un long déjeuner, Adrien s'est approché de moi avec un sourire timide. « Vous venez souvent ici, non? J'ai remarqué que vous aimiez toujours le tiramisu en dessert, » avait-il dit, avec une simplicité désarmante. Nous avons échangé quelques mots, et peu à peu, ce qui n'était qu'une discussion banale s'est transformé en conversation régulière chaque fois que je venais. Il était drôle, attentif, et semblait s'intéresser sincèrement à moi. Un jour, il m'a confié « Vous avez quelque chose de spécial, Sophie. Une sorte d'aura. Je ne sais pas expliquer, mais c'est unique. » À ce moment-là, mon cœur a flanché. Je me suis laissé emporter par son charme, convaincu qu'il voyait en moi ce que personne d'autre ne voyait. Quelques mois plus tard, nous étions en couple, et un an après, nous nous sommes mariés. Cela s'est passé tellement vite que, parfois, j'avais l'impression de rêver. Adrien était si attentionné, si plein d'amour. Il m'avait demandé de quitter mon poste dans une grande agence de design où je travaillais depuis 5 ans, me promettant qu'il soutiendrait mes projets si je souhaitais travailler à mon compte. Ce sera plus simple pour toi, et tu pourras te concentrer sur ce que tu aimes vraiment, m'avait-il dit. Son soutien m'avait touché. J'ai donc quitté mon emploi et commencé ma carrière en freelance, imaginant que ce choix serait le début d'une vie parfaite à ses côtés. Au début, tout semblait idyllique. Nous vivions dans l'appartement que mes parents m'avaient laissé, un bel espace lumineux situé dans un quartier central. Après la mort tragique de mes parents dans un accident de voiture lorsque j'avais 4 ans, mes grands-parents maternels m'avaient élevé, mais cet appartement était mon seul lien tangible avec eux. J'y avais grandi, et chaque pièce était imprégnée de souvenirs. Partager cet espace avec Adrien me semblait naturel, une preuve d'amour et de confiance. Mais peu à peu, des fissures ont commencé à apparaître dans notre mariage. Cela a commencé par de petites choses, presque insignifiantes. Adrien rentrait de plus en plus tard du restaurant où il travaillait, prétextant des heures supplémentaires. Lorsqu'il était à la maison, il passait des heures sur son téléphone ou devant la télévision, à peine attentif à moi. J'avais l'impression qu'il devenait un étranger, mais je me disais que c'était peut-être normal, que tous les couples traversaient des phases comme celle-ci. Après tout, nous étions encore en train d'apprendre à vivre ensemble. Un jour, Adrien m'a annoncé que sa famille souhaitait venir passer quelques jours chez nous. Tu sais,
Ma mère et mes sœurs voudraient vraiment mieux te connaître, m'avait-il dit d'un ton innocent. J'étais ravie à l'idée de rencontrer sa famille, surtout parce que je n'avais plus la mienne. J'avais grandi en enviant les grandes familles unies, et j'espérais secrètement trouver en eux une forme de chaleur et de complicité. J'ai donc accepté avec enthousiasme, sans me douter que cette décision allait changer ma vie. Le jour où ils sont arrivés, tout a basculé. Ils étaient 5, sa mère, son père, et ses 3 sœurs. Dès qu'ils ont franchi la porte, j'ai ressenti une tension indescriptible. Sa mère, Claire, s'est mise à inspecter chaque recoin de l'appartement comme si elle évaluait sa valeur. C'est spacieux, presque trop spacieux pour 2 personnes seulement, avait-elle dit, avec un sourire qui semblait cacher une pointe d'envie. Ses 2 sœurs aînées, Justine et Émilie, avaient à peine dit bonjour avant de demander « Où sont nos chambres ?» Quant à la plus jeune, Charlotte, elle était restée silencieuse, les yeux rivés sur son téléphone. Adrien m'avait assuré qu'il ne resterait que quelques jours, mais très vite, il est devenu évident qu'ils n'avaient aucune intention de partir. Ils avaient apporté des valises énormes, rempli le frigo de leurs propres aliments, et commencé à s'installer comme s'ils étaient chez eux. Le pire, c'était que leur comportement laissait à désirer. Sa mère me donnait constamment des conseils non sollicités sur la manière de gérer ma maison. « Tu devrais nettoyer ici plus souvent », me disait-elle en pointant un coin du salon. Justine, quant à elle, passait ses journées allongée sur le canapé, exigeant que je lui prépare du thé ou des collations. Et Émilie n'hésitait pas à fouiller dans mes affaires personnelles, prétextant chercher un chargeur de téléphone. Je me sentais de plus en plus oppressée, mais lorsque j'en parlais à Adrien, il levait les yeux au ciel. « Sophie, ce ne sont que des détails. Tu ne peux pas leur reprocher d'essayer de se sentir à l'aise. » Son ton léger me rendait folle. Comment pouvait-il être si indifférent à ce que je traversais? Mais le pire était encore à venir. Une semaine après leur arrivée, j'ai découvert qu'Adrien avait fait des cartes de crédit supplémentaires à leur nom, utilisant mon compte sans même m'en parler. Je me suis confrontée à lui, furieuse. « Adrien, pourquoi as-tu fait ça sans me demander? C'est mon argent. » Mais il avait simplement haussé les épaules. « C'est pour leur faciliter la vie. Après tout, ce sont ma famille. Et tu devrais te montrer reconnaissante envers eux, Sophie. Tu sais qui t'a soutenue quand tu étais seule. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poignard. Comment pouvait-il utiliser mon passé contre moi de cette manière? À ce moment-là, j'ai compris que l'homme dont j'étais tombée amoureuse n'était qu'une illusion. Adrien n'était pas le partenaire aimant et attentionné que je croyais. Il était manipulateur, égoïste, et prêt à tout pour profiter de moi. Mais ce qu'il ignorait, c'était que je n'étais pas aussi naïve qu'il le pensait. Je ne pouvais pas encore agir, pas tant que je n'avais pas un plan solide. Mais une chose était sûre, je ne laisserai plus jamais personne me traiter comme ça. Cette nuit-là, alors que je restais éveillée dans le silence de notre chambre, une idée a commencé à germer dans mon esprit. Si Adrien et sa famille pensaient pouvoir me réduire au silence, ils se trompaient lourdement. J'étais Sophie Morel, une femme qui avait déjà survécu à des épreuves bien plus grandes que celle-ci. Et cette fois, je ne serais pas une victime. La vie dans l'appartement était devenue insupportable. Chaque jour, je me levais avec une boule au ventre, redoutant ce que la famille d'Adrien allait encore trouver pour me rendre la vie difficile. Leur présence permanente, leurs critiques incessantes, et leur comportement intrusif me pesaient de plus en plus. Mais je savais que je devais garder mon calme. Si je réagissais impulsivement, je risquais de perdre tout contrôle sur la situation. J'avais besoin de réfléchir, de planifier. Et surtout, je devais être stratégique. Une matinée, alors que je préparais le petit déjeuner, la mère d'Adrien s'approcha de moi, un sourire condescendant sur les lèvres. « Tu sais, ma chère, une femme qui veut vraiment être acceptée dans sa belle famille doit montrer qu'elle est capable de se sacrifier. Adrien mérite une femme qui comprend cela. » J'ai senti ma mâchoire se serrer, mais je n'ai rien répondu. Elle continua, ajustant un vase sur le comptoir comme si l'appartement lui appartenait. « Tu sais, il n'est pas facile de faire partie d'une grande famille comme la nôtre. Mais si tu t'efforces un peu plus, peut-être qu'un jour, tu en seras digne. » Ces paroles étaient comme des aiguilles plantées directement dans mon cœur. Et Adrien? Il n'avait même pas pris la peine de m'appuyer ou de limiter les abus de sa famille. J'étais seule contre eux. Cependant, ce matin-là, quelque chose changea en moi. Alors que je rangeais le petit déjeuner et écoutais les demandes incessantes des sœurs d'Adrien, je réalisais que cette situation ne pouvait plus durer. Je refusais d'être une victime. J'avais des compétences, une intelligence, et surtout,
une détermination à ne jamais me laisser écraser. Je devais agir, et vite. C'est alors que j'ai décidé de remettre en marche un projet que j'avais laissé de côté depuis mon mariage. Quelques mois avant de rencontrer Adrien, j'avais commencé à développer un logiciel destiné aux petites entreprises. L'idée était simple mais ambitieuse. Créer une plateforme intuitive qui permettrait aux entrepreneurs de gérer leur stock, leurs ventes et leurs finances en un seul endroit. À l'époque, j'avais interrompu le projet à cause de mon travail à plein temps, mais il était temps de le reprendre. Je savais que c'était ma porte de sortie. Si je réussissais à terminer ce logiciel et à le commercialiser, je pourrais reprendre le contrôle de ma vie, financièrement et émotionnellement. J'ai donc commencé à travailler en secret, tard le soir, lorsque tout le monde dormait. Je sortais mon ordinateur portable, ouvrais les fichiers que j'avais sauvegardés il y a des années, et me plongeais dans les lignes de code. Chaque clic sur le clavier était une forme de rébellion silencieuse contre tout ce que je subissais. Pendant ces moments, je me sentais à nouveau moi-même, reconnectée à cette passion pour la création et l'innovation. Mais il fallait être prudente. Si Adrien ou sa famille découvraient ce que je faisais, ils essaieraient sans doute de me décourager, ou pire, de s'approprier mon travail. Un soir, alors que je travaillais sur une nouvelle fonctionnalité du logiciel, j'entendis des pas derrière moi. Mon cœur s'arrêta net. C'était Adrien. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, un sourcil levé. « Qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci » demanda-t-il d'un ton méfiant. Je refermai rapidement mon ordinateur et tentai de garder un air détendu. Rien de spécial, juste du travail en freelance pour un client. Il me fixa pendant quelques secondes, comme s'il essayait de lire dans mes pensées, puis haussa les épaules. « Tu devrais dormir. Tu as l'air épuisé. » Il quitta la pièce sans un mot de plus, mais je savais que sa curiosité était éveillée. Je devrais redoubler de précautions. Les jours suivants, Adrien semblait plus attentif à mes activités. Il posait des questions sur ce que je faisais pendant la journée, où j'allais, et même combien je gagnais. J'avais l'impression d'être surveillée, mais cela ne fit que renforcer ma détermination. Je savais que je devais terminer mon projet le plus rapidement possible, avant qu'il ne devienne trop suspicieux. Heureusement, une opportunité inattendue vint m'aider à avancer plus vite. Un après-midi, alors que je me rendais dans un café pour m'éloigner de l'appartement et travailler en paix, je tombai sur Thomas, un ancien collègue de mon agence de design. Thomas était toujours chaleureux et enthousiaste, et dès qu'il me vit, il me serra dans ses bras comme si nous ne nous étions jamais quittés. « Sophie, cela fait une éternité. Qu'est-ce que tu deviens ?» demanda-t-il avec un large sourire. Hésitante, je lui expliquai brièvement ma situation, sans entrer dans les détails. Je mentionnai simplement que je travaillais sur un projet technologique. À ma grande surprise, ses yeux s'illuminèrent. « Mais c'est génial. Tu sais, je travaille maintenant avec une start-up spécialisée dans les solutions logicielles. Si tu as besoin de conseils ou même de financement, fais-le-moi savoir. » Ces mots résonnèrent comme une bouffée d'espoir. Peut-être que je n'étais pas aussi seule que je le pensais. Nous avons échangé nos coordonnées, et dès le lendemain, Thomas me mit en contact avec l'un de ses collègues, un investisseur potentiel. Après plusieurs appels et échanges d'emails, j'avais trouvé un partenaire prêt à financer le développement final de mon logiciel. Cela signifiait que je pouvais avancer beaucoup plus rapidement que prévu, mais cela signifiait aussi que je devais cacher ces avancées à Adrien et à sa famille. Il ne devait jamais savoir à quel point ce projet était sérieux. Pendant ce temps, la situation dans l'appartement continuait de se détériorer. Les parents d'Adrien avaient maintenant pris l'habitude d'organiser des dîners pour leurs amis, utilisant ma cuisine, mes provisions, et même ma vaisselle sans jamais demander la moindre permission. Un soir, alors que je rentrais d'un rendez-vous avec Thomas, je trouvais l'appartement en désordre, rempli d'étrangers qui riaient et buvaient du vin. J'étais furieuse, mais Adrien, au lieu de me soutenir, se contenta de hausser les épaules. « Ce n'est qu'un dîner, Sophie. Tu exagères. » Ce fut la goutte d'eau. Je savais que je ne pouvais plus tolérer cette situation bien longtemps. Un jour, alors que je travaillais discrètement sur mon logiciel, la sœur aînée d'Adrien, Esther, entra brusquement dans la pièce sans frapper. « Tu peux me prêter un peu d'argent ?» demanda-t-elle nonchalamment, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Je levai les yeux de mon écran, exaspérée. « Encore ? Esther, je t'ai déjà donné de l'argent la semaine dernière. » Elle haussa les épaules, un sourire narquois sur les lèvres. « Et alors ? Tu n'en manques pas, non ? Après tout, c'est toi qui as hérité de cet appartement.
C'est le moins que tu puisses faire pour nous. Ces mots furent comme un électrochoc. Pour eux, je n'étais qu'une source de ressources, un outil qu'ils pouvaient exploiter à leur guise. Mais cela allait changer. Cette nuit-là, après m'être assuré que tout le monde dormait, je pris une décision radicale. J'allais consulter un avocat pour explorer mes options. Il était clair que ce mariage ne fonctionnait pas, mais je devais être prudente. Je ne pouvais pas simplement demander le divorce et espérer que tout s'arrange. Adrien et sa famille étaient le genre de personnes à se battre pour tout ce qu'ils pouvaient obtenir, même si cela signifiait me laisser avec rien. Je devais donc anticiper leurs mouvements et protéger mes intérêts. Le lendemain matin, après avoir pris rendez-vous avec un avocat, je reçus un appel inattendu de Thomas. « Sophie, écoute, j'ai montré une démo de ton logiciel à un de mes contacts, et ils sont très intéressés. Ils aimeraient te rencontrer pour discuter d'un possible partenariat. » Mon cœur bondit de joie. C'était la première bonne nouvelle depuis des mois. Si je pouvais conclure cet accord, cela me donnerait non seulement l'indépendance financière, mais aussi la force de quitter Adrien sans craindre les conséquences. Mais pour l'instant, je devais jouer le jeu. Devant Adrien et sa famille, je continuais de sourire, de faire semblant que tout allait bien. Mais à l'intérieur, je comptais les jours jusqu'au moment où je pourrais enfin reprendre le contrôle de ma vie. Je savais que la route serait longue et difficile, mais j'étais prête. Parce que, cette fois, je ne laissais pas la peur m'arrêter. Les jours passaient, et la tension dans l'appartement devenait insupportable. Les Duval semblaient avoir décidé qu'ils étaient chez eux, ignorant complètement le fait que cet appartement m'appartenait, qu'il avait été le dernier souvenir tangible de mes parents. Chaque jour, il y avait une nouvelle raison de me sentir envahie. Eddie, la mère d'Adrien, continuait ses critiques incessantes sur ma manière de tenir la maison, comme si elle avait pris la place de la maîtresse de maison. Esther et Anna, les deux sœurs aînées, s'appropriaient tout. Elles fouillaient dans mes affaires, utilisaient mes vêtements, et s'invitaient même à des brunchs avec mes amis en prétextant qu'elles voulaient mieux connaître mes relations. Quant à Nora, la plus jeune sœur, elle ne disait pas grand-chose, mais son silence était tout aussi pesant. Elle me regardait avec ce mélange de mépris et de condescendance, comme si elle savait quelque chose que je ne savais pas. Mais ce n'était pas tout. Adrien lui-même semblait se métamorphoser de jour en jour. L'homme que j'avais aimé, qui m'avait fait rire avec son charme naturel et sa spontanéité, avait laissé place à un mari distant et froid. Il avait pris l'habitude de rentrer tard, prétextant des « urgences » au travail. Mais je savais qu'il évitait simplement de faire face à la tension dans notre appartement. Lorsqu'il était là, il se contentait de regarder la télévision ou de scroller sur son téléphone, comme si tout ce chaos ne le concernait pas. Et quand je tentais d'aborder le sujet, il me répondait toujours de la même manière. « Sophie, c'est temporaire. Ils ne vont pas rester éternellement. Pourquoi es-tu si stressée ?» Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas temporaire. Il n'avait aucune intention de partir. Pendant ce temps, mon projet avançait, mais pas aussi vite que je l'aurais souhaité. Travailler en secret était épuisant. La nuit, je me couchais tard pour coder, peaufiner les fonctionnalités de mon logiciel, mais le manque de sommeil et la pression constante commençaient à me rattraper. J'avais l'impression de marcher sur une corde raide, avec Adrien et sa famille qui scrutaient chacun de mes gestes. Parfois, je pensais à abandonner, à tout laisser tomber, mais il y avait une voix en moi qui refusait de céder. Cette voix me rappelait que ce projet était ma porte de sortie, ma chance de me libérer de cette situation. Et plus important encore, c'était ma manière de prouver à moi-même que je valais bien plus que ce qu'il pensait. Un après-midi, alors que j'étais assise dans un café pour travailler, je reçus un appel de Thomas. Sa voix était pleine d'enthousiasme. « Sophie, tu ne vas pas y croire. J'ai parlé de ton projet à un ami qui travaille dans une grande entreprise de logiciels, et il est extrêmement intéressé. Il aimerait te rencontrer pour en discuter. » Mon cœur s'emballa. C'était la meilleure nouvelle que j'avais entendue depuis des mois. Je remerciai Thomas chaleureusement, puis pris rendez-vous avec cet ami, Marc, pour le lendemain. Cette opportunité pourrait tout changer. Si je parvenais à convaincre Marc de m'aider, mon logiciel pourrait être lancé plus tôt que prévu. Le lendemain, je me retrouvai face à Marc dans un bureau moderne et spacieux. C'était un homme dans la quarantaine, avec des lunettes fines et un air sérieux, mais chaleureux. Après les présentations, je lui fis une démonstration de mon logiciel. Chaque clic, chaque fonctionnalité que je lui montrais semblait capter son intérêt de plus en plus. Lorsqu'il posa son stylo après la présentation, il me regarda avec un sourire satisfait. « Sophie,
Ce que tu as créé est impressionnant. Ce type de plateforme a un potentiel énorme, surtout pour les petites entreprises qui n'ont pas accès à des solutions complexes. Je suis prêt à investir, mais à une condition. Il faut accélérer le développement et préparer une version bêta dans les 3 prochains mois. Ces mots résonnèrent en moi comme un défi. 3 mois. C'était court, mais pas impossible. Je serrai la main de Marc et acceptai son offre. De retour à l'appartement, je ressentais une énergie nouvelle. J'avais enfin une vraie chance de réussir, et personne ne pourrait me l'enlever. Mais je savais que je devais être encore plus discrète. Adrien et sa famille étaient devenus trop curieux, et je ne pouvais pas risquer qu'ils découvrent ce projet avant qu'il soit prêt. Je continuais donc à travailler en secret, utilisant chaque moment de solitude pour avancer. Mais malgré mes efforts pour rester calme, la situation à la maison atteignit un point de rupture. Une soirée, alors que je préparais le dîner, Esther entra dans la cuisine en claquant la porte. « Sophie, tu peux me prêter de l'argent ?» demanda-t-elle d'un ton désinvolte, comme si c'était une demande parfaitement normale. Je levai les yeux vers elle, essayant de garder mon calme. « Esther, je t'ai déjà donné de l'argent la semaine dernière. Où est-il passé ?» Elle haussa les épaules, un sourire moqueur sur le visage. « Et alors ? Tu as de l'argent, non ? Après tout, cet appartement est à toi. C'est la moindre des choses que tu peux faire pour nous. » Ces mots étaient comme une gifle. Comment osait-elle ? Comment pouvait-elle parler ainsi, comme si elle avait droit à tout ce qui m'appartenait ? Ce soir-là, après avoir rangé la cuisine, je m'assis dans ma chambre et commençai à écrire une liste. Une liste de toutes les choses que je devais faire pour reprendre le contrôle de ma vie. La première étape était claire. Je devais consulter un avocat pour savoir quels étaient mes droits. Adrien et sa famille étaient devenus un poids insupportable, et je savais que si je ne faisais rien, ils finiraient par tout détruire, y compris moi. Le lendemain matin, après avoir pris rendez-vous avec un avocat, je reçus un message de Marc. Il voulait organiser une réunion avec un groupe de petites entreprises pour leur présenter mon logiciel et obtenir leur retour. C'était une opportunité en or, et je savais que je devais saisir cette chance. Je passais toute la journée à peaufiner ma présentation, ajoutant de nouvelles fonctionnalités et améliorant le design. Lorsque la réunion eut lieu, elle dépassa toutes mes attentes. Les entrepreneurs présents étaient impressionnés par ce que j'avais créé, et certains d'entre eux se proposèrent même comme premiers utilisateurs de la version bêta. En quittant la réunion, je sentais que mon rêve devenait de plus en plus réel. Mais à mon retour à l'appartement, la réalité me rattrapa brutalement. La famille d'Adrien avait organisé une autre de leurs soirées sans me prévenir. L'appartement était rempli de monde, de musique forte, et d'odeurs de nourriture que je n'avais même pas achetées. En traversant le salon, je remarquai qu'ils avaient déplacé mes affaires pour faire de la place à leurs invités. Mon vase préféré, un souvenir de ma mère, était cassé sur le sol. La colère monta en moi comme une vague, mais je la retins. Ce n'était pas le moment de faire une scène. Je me contentai de ramasser les morceaux du vase, les mains tremblantes, puis je me réfugiai dans ma chambre. Ce soir-là, je pris une décision importante. Je devais accélérer mes plans. Plus vite je terminerais le logiciel, plus vite je pourrais quitter cette situation. Et cette fois, je ne regarderai pas en arrière. J'étais prête à me battre pour ma liberté, quoi qu'il en coûte. Les jours qui suivirent furent parmi les plus tendus de ma vie. Mon projet avançait à une vitesse fulgurante, mais la pression grandissait à chaque instant. Entre les réunions avec Marc et ses partenaires, le développement du logiciel et la nécessité de cacher tout cela à Adrien et sa famille, je sentais que je marchais sur une corde raide. L'appartement était devenu un champ de bataille silencieux. La famille d'Adrien continuait à occuper l'espace comme s'il leur appartenait, et leur comportement ne faisait qu'empirer. Quant à Adrien, il oscillait entre l'indifférence et une étrange suspicion. Parfois, je le surprenais à me fixer, comme s'il essayait de comprendre ce que je cachais, mais il n'osait jamais poser de questions directes. Un matin, alors que je travaillais discrètement dans la cuisine sur mon ordinateur portable, Esther s'assit en face de moi sans prévenir. « Tu es bien occupée ces derniers temps, non ?» lança-t-elle d'un ton qui mêlait curiosité et sarcasme. Je relevai à peine les yeux de mon écran. « Oui, j'ai beaucoup de travail. » Elle haussa un sourcil, visiblement pas convaincue. « C'est étrange, parce qu'Adrien dit que tu n'as pas tant de clients que ça. Alors, sur quoi tu travailles vraiment ?» Mon cœur s'accéléra, mais je fis de mon mieux pour garder mon calme. « C'est un projet long terme. Rien d'intéressant. »
Elle me regarda encore quelques secondes avant de se lever et de quitter la pièce. Je savais qu'elle ne me croyait pas. Et cela me fit comprendre une chose, je ne pouvais plus travailler ici. Si je voulais avancer sans être constamment surveillée, il fallait que je trouve un endroit où je pourrais me concentrer en toute sécurité. Le lendemain, je pris la décision de louer un petit espace de coworking en ville. C'était un endroit modeste, mais il offrait le calme dont j'avais désespérément besoin. Chaque matin, je quittais l'appartement sous prétexte de rencontrer des clients ou d'aller travailler dans un café, et je passais mes journées à coder, peaufiner le design et préparer la version bêta du logiciel. Ces heures passées loin de l'appartement étaient une bouffée d'oxygène. Mais chaque soir, en rentrant, je devais faire face à la réalité oppressante de ma situation. Un soir, alors que je rentrais du coworking, je trouvai Adrien assis dans le salon, un verre de vin à la main. Il avait cet air sérieux qu'il arborait rarement, et je compris immédiatement qu'il voulait me parler. « Sophie, assieds-toi », dit-il en tapotant le canapé à côté de lui. Je m'assis, un nœud dans l'estomac. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je, essayant de masquer mon inquiétude. Il prit une gorgée de son vin avant de répondre. « Je sais que tu me caches quelque chose. Tu as changé. Tu es distante, et tu passes beaucoup de temps dehors. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ?» Sa question me prit au dépourvu, mais je savais que je ne pouvais pas lui dire la vérité. « Rien ne se passe, Adrien. Je travaille simplement beaucoup. Tu sais à quel point j'ai des deadlines à respecter. » Il me fixa, cherchant des indices dans mon expression. « Sophie, je suis ton mari. Si tu traverses quelque chose, tu devrais pouvoir me le dire. » Ces mots auraient dû me toucher, mais ils sonnaient creux. Adrien n'était plus l'homme que j'avais épousé. Il n'était pas là pour moi. Il n'était là que pour lui-même et pour sa famille. « Tout va bien, Adrien, » répondis-je finalement, mettant fin à la conversation. Mais son regard me suivit alors que je quittais le salon pour me réfugier dans ma chambre. Malgré cette confrontation, je continuais à avancer. Avec l'aide de Marc et de son équipe, nous étions en train de finaliser la version bêta du logiciel. Les retours des premières entreprises qui l'avaient testé étaient extrêmement positifs, et tout indiquait que le lancement officiel serait un succès. Mais plus je me rapprochais de cet objectif, plus la situation à la maison devenait insupportable. La famille d'Adrien semblait avoir remarqué que je leur accordais moins d'attention, et ils redoublaient d'efforts pour me provoquer. Un après-midi, alors que je travaillais dans ma chambre, Eddie entra sans frapper, un air contrarié sur le visage. « Sophie, il faudrait que tu nettoies la salle de bain. Elle est dans un état déplorable. » Je levai les yeux de mon ordinateur, exaspéré. Je l'ai nettoyée il y a 2 jours. Si elle est sale, c'est parce que vous l'utilisez. Elle fronça les sourcils, visiblement outrée par ma réponse. Nous sommes une famille, Sophie. Et dans une famille, tout le monde fait sa part. Je serrai les dents, tentant de contrôler ma colère. Exactement. Alors peut-être que vous pourriez commencer à contribuer un peu. Elle resta sans voix pendant un instant, avant de tourner les talons et de quitter la pièce en claquant la porte. Ce fut le point de rupture pour moi. J'en avais assez. Assez de leurs critiques, assez de leur comportement irrespectueux, et surtout, assez de leur présence constante. Ce soir-là, j'appelai Marc et lui demandai s'il pouvait m'aider à accélérer le lancement du logiciel. « Je suis prête, Marc. Dites-moi ce que je dois faire pour que ce soit en ligne le plus vite possible. » Il sembla surpris par mon urgence, mais il accepta de mobiliser son équipe pour avancer le calendrier. Cela signifiait des journées encore plus longues et des nuits encore plus courtes, mais je savais que je n'avais pas d'autre choix. Chaque jour passé dans cet appartement était un jour de trop. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Je travaillais sans relâche, jonglant entre les dernières modifications du logiciel, les réunions avec Marc, et les obligations que la famille d'Adrien m'imposait toujours. Mais malgré la fatigue, je sentais que je touchais au but. La version finale du logiciel était presque prête, et Marc avait déjà commencé à organiser une campagne de lancement pour attirer les premiers clients. Tout prenait forme. Et pour la première fois depuis longtemps, je voyais une lumière au bout du tunnel. Mais juste au moment où les choses semblaient s'améliorer, un événement inattendu faillit tout faire basculer. Un soir, alors que je rentrais tard du coworking, je trouvai Adrien dans ma chambre, assis à mon bureau. Mon ordinateur était allumé, et il regardait quelque chose à l'écran. Mon cœur s'arrêta. « Qu'est-ce que tu fais ?» demandai-je, ma voix tremblante de colère. Il se tourna vers moi, un sourire narquois sur les lèvres. « Alors, c'est ça que tu faisais tout ce temps ?»
Ce projet de logiciel? Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Je m'avançai vers lui, essayant de garder mon calme. Parce que ce n'était pas ton affaire, Adrien. C'est mon travail, et ça ne te concerne pas. Il se leva, croisant les bras. Sophie, je suis ton mari. Tout ce qui te concerne me concerne aussi. Et franchement, je suis blessée que tu aies gardé ça secret. Ces mots étaient remplis de fausse indignation, et je savais qu'il ne se souciait pas réellement de mes sentiments. Il était simplement en colère que je lui ai échappé. Ce n'est pas toi qui as travaillé dessus, Adrien. Ce projet est le fruit de mon travail, pas du tien. Alors reste en dehors de ça. Il me fixa pendant un long moment, avant de finalement quitter la pièce sans un mot. Mais je savais que ce n'était pas la fin. Après cet incident, je décidai de prendre des mesures drastiques. Je changeai tous les mots de passe de mon ordinateur et de mes fichiers, et je commençai à travailler encore plus tard dans la nuit pour éviter toute confrontation avec Adrien. Mais malgré mes efforts, je sentais qu'il planifiait quelque chose. Il devenait de plus en plus distant, et je savais qu'il n'allait pas abandonner aussi facilement. Finalement, le jour du lancement arriva. C'était un moment que j'avais attendu avec impatience, mais aussi avec une certaine appréhension. Si ce logiciel réussissait, cela changerait ma vie à jamais. Et si ce n'était pas le cas, je ne savais pas si j'aurais la force de tout recommencer. Mais alors que je cliquais sur le bouton pour mettre le logiciel en ligne, je ressentis une vague de soulagement. Peu importe ce qui allait se passer, j'avais accompli quelque chose d'extraordinaire. Et personne, pas même Adrien, ne pourrait me l'enlever. Le lancement du logiciel fut un succès immédiat. Dès les premières heures, les inscriptions affluaient, et les retours étaient incroyablement positifs. Les petites entreprises qui avaient testé la version bêta louaient sa simplicité, son efficacité et surtout, sa capacité à résoudre des problèmes complexes en un clic. Marc m'appela dès le soir pour me féliciter. Sophie, on est en train de marquer un grand coup. Les premiers chiffres sont excellents, et je pense qu'on peut attirer encore plus d'utilisateurs dans les prochaines semaines. Prépare-toi, ton logiciel va changer la donne. Je raccrochai avec une boule d'émotion dans la gorge. Après tout ce que j'avais traversé, ce moment représentait enfin une victoire personnelle. Mais je savais que ce n'était que le début. Si ma vie professionnelle prenait enfin son envol, ma vie personnelle, elle, était encore un champ de ruines. De retour à l'appartement ce soir-là, je sentis immédiatement que quelque chose n'allait pas. Adrien était assis dans le salon, les yeux rivés sur son téléphone, tandis que sa mère et ses sœurs chuchotaient entre elles dans la cuisine. Dès que je franchis la porte, tous les regards se tournèrent vers moi. Un silence pesant s'installa, mais je ne fis pas attention. J'étais trop fatiguée pour leur donner de l'importance. Alors que je me dirigeais vers ma chambre, Adrien se leva brusquement. « Sophie, on doit parler. Maintenant. » Je me figeai, sachant pertinemment que cette conversation allait être tout sauf agréable. Je le suivis dans la chambre, fermant la porte derrière nous. Il croisa les bras, me fixant avec un mélange de colère et de mépris. « Alors, c'est vrai. Ton logiciel. Tout ce temps, tu me mentais, tu faisais semblant de travailler sur des petits contrats alors que tu préparais ça dans mon dos. » Je levai les yeux au ciel, épuisé par son attitude. « Ce n'est pas dans ton dos, Adrien. C'est mon travail, mon projet. Je n'avais pas besoin de ton approbation pour le faire. » Il haussa la voix, visiblement irrité. « Pas besoin de mon approbation? Je suis ton mari, Sophie. Tu as utilisé notre temps, notre maison, et tu ne m'as rien dit. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça signifie? » Je le regardai, sidéré. « Notre maison? Adrien, cette maison est à moi. Et tout le temps que j'ai passé à travailler sur ce projet, c'était pour moi, pour mon avenir. Toi et ta famille, vous avez passé des mois à me traiter comme une étrangère, à me marcher dessus. Alors non, je ne ressens aucun besoin de me justifier auprès de toi. » Ses yeux se rétrécirent, et je vis une lueur de frustration et de défi traverser son regard. « Très bien, Sophie. Si c'est comme ça que tu veux jouer, alors sache que je ne vais pas te laisser partir avec tout. » Ces mots résonnèrent dans ma tête comme une alarme. Je compris alors qu'Adrien ne se contenterait pas de rester en retrait. Il voulait une part de ce que j'avais accompli, comme si tout cela lui revenait de droit. Mais je n'avais pas l'intention de le laisser faire. Pas cette fois. Dans les jours qui suivirent, Adrien devint encore plus distant, presque hostile. Il passait de longues heures au téléphone, parfois dans la chambre, parfois sur le balcon, et je savais qu'il préparait quelque chose. Sa mère et ses sœurs, quant à elles,
se faisaient plus bruyantes et exigeantes que jamais, comme si elles sentaient que leur influence sur moi s'amenuisait. Un matin, alors que je travaillais dans ma chambre, Esther entra sans frapper, son téléphone à la main. « Sophie, je viens de voir que ton logiciel est en ligne. C'est quoi, cette histoire? Pourquoi tu ne nous as rien dit ?» Je la regardai froidement. « Parce que ça ne vous concerne pas, Esther. C'est mon travail, pas le vôtre. » Elle éclata de rire, un rire moqueur et désagréable. « Oh, arrête, Sophie. Adrien est ton mari. Tout ce qui est à toi est à lui, et par extension, à nous aussi. Tu ne peux pas simplement nous exclure de ça. » Je sentis ma colère monter, mais je pris une grande inspiration pour me calmer. « Sortez de ma chambre, Esther. Maintenant. » Elle resta plantée là quelques secondes, comme pour me défier, avant de finalement tourner les talons et partir. Ce soir-là, je pris une décision. Je ne pouvais plus rester dans cet appartement. Il était temps de passer à l'action. J'appelai mon avocat et lui expliquai toute la situation. « Maître, il faut que je sorte de cette situation. J'ai besoin de savoir comment protéger mon entreprise et récupérer mon espace. » L'avocat, un homme expérimenté et rassurant, m'assura qu'il y avait des moyens de reprendre le contrôle. « Sophie, votre entreprise est à votre nom, et si elle a été développée avec vos ressources personnelles, Adrien n'a aucun droit dessus, même si vous êtes mariés. Quant à l'appartement, il est à vous, et vous pouvez légalement demander à ce qu'il parte. Mais il faudra préparer les documents nécessaires et agir vite. » Après cet appel, je me sentis plus forte. Pour la première fois depuis longtemps, je voyais une issue à ce cauchemar. Mais avant de pouvoir agir, il se passa quelque chose qui bouleversa complètement la situation. Une après-midi, alors que j'étais en réunion avec Marc, je reçus un message d'un numéro inconnu. Le message disait « Sophie, tu ferais mieux de regarder ça. » Il était accompagné d'un lien. Intriguée, je cliquai dessus, et ce que je vis me glaça le sang. C'était une vidéo, apparemment filmée en secret, montrant Adrien en train de discuter avec un homme que je ne connaissais pas. Dans la vidéo, Adrien expliquait en détail comment il comptait me forcer à lui céder une partie de ma société en menaçant de révéler des informations personnelles sur moi. Elle ne sait pas que j'ai accès à certains de ces fichiers. Si elle ne coopère pas, je n'hésiterai pas à tout balancer. Je restais figé, incapable de bouger ou de respirer. Adrien avait été sournois, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il irait aussi loin. Il voulait détruire tout ce que j'avais construit, tout cela par pure cupidité et par désir de contrôle. Mais cette vidéo changeait tout. Si je pouvais la présenter comme preuve, je pouvais non seulement me protéger, mais aussi retourner la situation contre lui. Je contactai immédiatement mon avocat et lui envoyai la vidéo. « Maître, regardez ça. Est-ce suffisant pour engager une procédure ?» Il me rappela quelques minutes plus tard, sa voix teintée d'excitation. « Sophie, c'est plus que suffisant. Cette vidéo prouve qu'il agit de mauvaise foi et qu'il tente de vous extorquer. Nous pouvons l'utiliser pour renforcer votre dossier et accélérer la procédure. » Avec cette nouvelle arme en main, je savais que la fin était proche. Mais avant de confronter Adrien, je devais préparer ma sortie. Je commençai par trouver un nouvel appartement en ville, un endroit où je pourrais vivre et travailler en paix. Puis, je rassemblai tous les documents nécessaires pour prouver que l'entreprise m'appartenait entièrement. Enfin, je fis changer les mots de passe de tous mes comptes, m'assurant qu'Adrien ne pourrait plus accéder à rien. Le soir où tout était prêt, je confrontai Adrien dans le salon, devant toute sa famille. « Adrien, il est temps qu'on parle. » Il me regarda, surpris par mon ton. « Je sais ce que tu fais. Je sais que tu as essayé de fouiller dans mes affaires et que tu as prévu de me faire chanter. » Son visage pâlit, mais il tenta de nier. « Qu'est-ce que tu racontes? Tu deviens paranoïaque. » Je sortis mon téléphone et jouai la vidéo devant tout le monde. Le silence qui suivit fut assourdissant. Même sa mère, qui d'ordinaire le défendait à tout prix, semblait choquée. « Vous avez 2 semaines pour quitter cet appartement, » déclarai-je fermement. « J'ai déjà entamé les démarches légales. Si vous refusez de partir, je prendrai des mesures pour vous expulser. » Adrien tenta de protester, mais je ne lui laissai aucune chance. « C'est fini, Adrien. Tu as essayé de me briser, mais tu as sous-estimé ma détermination. » Ce soir-là, je sentis un poids immense se lever de mes épaules. La bataille n'était pas encore complètement terminée, mais pour la première fois depuis des mois, je savais que j'allais gagner. Après avoir confronté Adrien et sa famille ce soir-là, une étrange sensation m'envahit.
Ce n'était pas exactement un soulagement, car je savais que le combat n'était pas encore terminé, mais c'était comme si un poids énorme avait commencé à se lever de ma poitrine. J'avais parlé, j'avais agi, et pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de reprendre le contrôle de ma vie. Mais malgré tout, une tension persistait dans l'air. Adrien était resté silencieux après ma déclaration, mais son regard froid m'avait averti. Il n'allait pas se retirer sans tenter quelque chose. Je devais rester sur mes gardes. Les jours suivants furent étranges. Adrien, qui jusqu'alors était toujours bruyant et provocateur, se fit étonnamment discret. Il évitait de croiser mon regard et passait de longues heures enfermé dans la chambre ou en dehors de l'appartement. Je savais qu'il préparait quelque chose, mais quoi? Je m'efforçais de rester concentré sur mes démarches légales et sur la transition de ma vie vers mon nouvel appartement, que je prévoyais de rejoindre dès que possible. Je passais mes journées à travailler sur mon entreprise, à répondre à des emails, et à planifier l'expansion de mon logiciel. Mais chaque soir, en rentrant à l'appartement, je sentais cette tension pesante. Le silence d'Adrien était presque plus oppressant que ses attaques directes. Puis, un après-midi, alors que je revenais d'une réunion avec Marc, je trouvais l'appartement dans un état encore plus chaotique que d'habitude. Les affaires de la famille d'Adrien semblaient avoir envahi chaque pièce, et des boîtes vides traînaient partout. Sa mère, Eddie, était dans la cuisine, furieuse. « Sophie !» cria-t-elle en me voyant entrer. « Qu'est-ce que tu penses faire? Tu crois vraiment que tu peux simplement nous jeter à la rue comme ça? Nous sommes ta famille maintenant, que tu le veuilles ou non. » Je posai mon sac calmement et la regardai droit dans les yeux. « Non, vous n'êtes pas ma famille. Vous ne l'avez jamais été. Et oui, je vais vous demander de partir, parce que cet appartement m'appartient, et je ne tolérerai plus vos abus. » Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais Adrien sortit de la chambre à ce moment-là, les mains dans les poches, un sourire sarcastique sur les lèvres. « Alors c'est comme ça? Tu penses que tout te revient? » dit-il, d'un ton glacé. « Tu crois que tu peux nous mettre dehors comme des moins que rien? » Je le regardai, déterminé à ne pas me laisser intimider. « Ce n'est pas une question de ce que je crois, Adrien. C'est une question de fait. Cet appartement est à mon nom, et j'ai déjà entamé les démarches pour vous expulser légalement. Vous n'avez aucun droit ici. » Son sourire disparut, et je vis la colère monter en lui. « Tu crois que tu es plus maligne que tout le monde, n'est-ce pas? Mais laisse-moi te dire une chose, Sophie. Tu ne seras rien sans nous. Ton succès, ton entreprise, tout ça, c'est une illusion. Tu vas échouer, et quand ce sera le cas, tu regretteras de nous avoir traités comme ça. » Ces paroles étaient pleines de venin, mais elles glissèrent sur moi comme l'eau sur du verre. J'avais entendu ces menaces trop souvent pour qu'elles aient encore un impact sur moi. « Crois ce que tu veux, Adrien, » répondis-je calmement. « Mais je n'ai pas besoin de toi, ni de ta famille. Et bientôt, je n'aurai plus à supporter tout ça. » Le lendemain, je reçus un appel de mon avocat. « Sophie, j'ai de bonnes nouvelles. Les démarches pour récupérer légalement votre appartement avancent rapidement. Si tout se passe bien, vous aurez l'autorisation légale de les expulser d'ici une semaine. » J'inspirai profondément, sentant une vague de soulagement m'envahir. « Merci, maître. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est important pour moi. » Après avoir raccroché, je m'assis à mon bureau et laissai échapper un rire nerveux. La fin de ce cauchemar était enfin en vue. Mais cette semaine fut l'une des plus longues de ma vie. Adrien et sa famille, bien qu'ils ne soient pas au courant des démarches légales en cours, semblaient sentir que leur temps était compté. Ils devinrent encore plus envahissants, plus bruyants, et plus provocateurs. Eddie passait ses journées à critiquer chaque chose que je faisais, comme si elle cherchait à me faire craquer. Esther et Anna, de leur côté, continuaient à fouiller dans mes affaires, espérant peut-être trouver quelque chose qu'elles pourraient utiliser contre moi. Quant à Adrien, il jouait un double jeu, oscillant entre des tentatives de me manipuler émotionnellement et des éclats de colère froide. Une nuit, alors que je travaillais tard sur mon ordinateur, j'entendis des voix dans le salon. Curieuse, je sortis discrètement de ma chambre et tendis l'oreille. Adrien parlait à sa mère, et ce que j'entendis me glaça le sang. « Elle pense qu'elle a gagné, » disait-il. « Mais elle ne sait pas que j'ai encore des cartes en main. Si elle croit qu'elle va nous expulser aussi facilement, elle se trompe lourdement. » Sa mère acquiesça, sa voix pleine de rancune. « Nous ne partirons pas, Adrien. Cet appartement est bien trop confortable. Elle n'a qu'à s'y faire. » Je retournai dans ma chambre, le cœur battant à tout rompre. Ces mots renforcèrent ma détermination. Il n'avait aucune intention de partir volontairement,
Et je devais être prête à tout pour les faire partir légalement. Je passais la nuit à finaliser mes dossiers, rassemblant chaque preuve de leur comportement abusif et de leur intrusion dans ma vie. Je savais que le combat n'était pas encore terminé, mais j'étais prête à aller jusqu'au bout. Enfin, le jour arriva. Mon avocat me confirma que j'avais désormais le droit légal de demander leur expulsion. Avec son aide, je fis appel à un huissier, qui vint livrer les documents officiels à Adrien et sa famille. Je n'oublierai jamais l'expression sur leur visage lorsqu'ils les reçurent. Adrien devint livide, et pour la première fois, je vis une lueur de panique dans ses yeux. Eddie, quant à elle, éclata de colère, criant que tout cela était injuste et que je n'avais aucun droit de les traiter de cette manière. Mais leurs protestations n'avaient plus aucune importance. La loi était de mon côté. Les jours qui suivirent furent tendus. Adrien et sa famille commencèrent à emballer leurs affaires, mais ils le firent avec une lenteur exaspérante, comme s'ils espéraient que je changerais d'avis. Chaque jour, je devais les supporter, entendre leurs commentaires sarcastiques et leurs accusations injustes. Mais je gardais mon calme, sachant que leur départ était imminent. Finalement, une semaine plus tard, ils quittèrent l'appartement. Le jour où la porte se referma derrière eux pour la dernière fois, je restai debout dans le silence, regardant l'espace vide autour de moi. C'était étrange de voir l'appartement ainsi, débarrassé de leur présence. Pendant un instant, je ressentis un mélange d'épuisement et de soulagement. Mais plus que tout, je ressentis une profonde gratitude envers moi-même. J'avais traversé l'enfer, mais je m'en étais sorti. J'étais enfin libre. Le départ d'Adrien et de sa famille marqua la fin d'un chapitre sombre de ma vie, mais aussi le début d'un renouveau dont je n'avais jamais osé rêver. Pendant des mois, j'avais vécu sous leur emprise, dans une prison invisible faite de manipulation, de mépris et de contrôle. Mais à présent, l'appartement était vide. Je pouvais à nouveau respirer, sentir que chaque coin de cet espace m'appartenait réellement, non seulement légalement, mais aussi émotionnellement. J'avais reconquis non seulement mon appartement, mais aussi une partie de moi-même que j'avais cru perdue. Les premiers jours après leur départ furent étranges. Le silence, qui autrefois m'avait pesé lorsque je vivais seule, devint une bénédiction. Je pouvais entendre les oiseaux chanter à travers les fenêtres ouvertes, les bruits de la rue en contrebas, et même le tic-tac de l'horloge dans le salon. Ce silence n'était plus oppressant, il était apaisant, réconfortant. Je passais des heures à nettoyer l'appartement, à ranger, à effacer toutes les traces de leur présence. Chaque coup d'éponge, chaque meuble que je repositionnais était une petite victoire. C'était comme si je reprenais possession de ma vie, un objet à la fois. Mais bien sûr, tout ne fut pas facile. Il y avait des moments où je me surprenais à repenser à tout ce que j'avais vécu. Les paroles blessantes d'Adrien résonnaient parfois dans ma tête, et je me demandais comment j'avais pu tolérer une telle situation aussi longtemps. Comment avais-je pu me laisser convaincre que je devais supporter tout cela pour préserver une relation qui, en fin de compte, n'avait rien à offrir? Mais au lieu de me blâmer, je choisis de transformer ces souvenirs en leçons. Ils étaient là pour me rappeler ce que je ne devais plus jamais accepter, pour me guider vers une vie où je pourrais m'épanouir pleinement, sans compromis sur ma dignité ou ma liberté. Mon entreprise, elle, continuait à prospérer. Le lancement de mon logiciel avait dépassé toutes mes attentes. Les retours des utilisateurs étaient excellents, et les inscriptions ne cessaient d'augmenter. Marc et son équipe m'aidaient à gérer cette croissance rapide, et je me sentais reconnaissante de pouvoir travailler avec des personnes qui croyaient en mon projet autant que moi. Chaque fois que je voyais un nouvel utilisateur s'inscrire ou un commentaire positif apparaître, je me souvenais de toutes ces nuits passées à travailler en silence, dans le doute et la peur, mais avec une détermination inébranlable. C'était la preuve que tout ce que j'avais traversé en valait la peine. Un jour, alors que je travaillais dans mon nouvel bureau, un espace que j'avais aménagé dans une pièce lumineuse de l'appartement, mon téléphone sonna. C'était Marc. « Sophie, j'ai une excellente nouvelle », dit-il avec enthousiasme. « Une grande entreprise technologique est intéressée par un partenariat avec toi. Ils veulent intégrer ton logiciel dans leur écosystème et le proposer à leurs clients. C'est une opportunité énorme. » Mon cœur bondit dans ma poitrine. Cette proposition représentait une chance de faire passer mon projet à un niveau que je n'avais jamais imaginé. Mais en même temps, je ressentis une pointe de nervosité. Après tout ce que j'avais vécu, pouvais-je vraiment faire confiance à un partenaire commercial? Marc, sentant mon hésitation, ajouta: « Je sais que ça peut sembler intimidant, mais c'est une opportunité qui pourrait vraiment changer les choses pour toi. Réfléchis.
Je pris quelques jours pour y penser. Pendant ce temps, je continuais à travailler, à perfectionner le logiciel et à répondre aux besoins des utilisateurs. Mais dans un coin de mon esprit, cette proposition restait présente. Elle me poussait à envisager l'avenir d'une manière que je n'avais jamais fait auparavant. Et puis, un soir, alors que je regardais le coucher de soleil depuis mon balcon, je pris ma décision. Si j'avais appris une chose au cours des derniers mois, c'était que je ne devais plus jamais laisser la peur me freiner. Je voulais avancer, aller plus loin, et cette opportunité était le moyen d'y parvenir. J'appelai Marc et lui dis « Acceptons le partenariat. Je suis prête ». Les mois qui suivirent furent parmi les plus excitants et les plus intenses de ma vie. Travailler avec une grande entreprise technologique fut un défi, mais aussi une expérience incroyablement enrichissante. Ils apportèrent des ressources et une expertise qui permirent à mon logiciel de se développer bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Mais surtout, ils respectèrent ma vision et me laissèrent garder le contrôle de mon projet. Ce partenariat fut une véritable validation de tout ce que j'avais accompli, et il m'aida à réaliser que j'étais capable de bien plus que ce que j'avais cru possible. Dans ma vie personnelle, les choses commencèrent également à s'éclaircir. Après le départ d'Adrien, j'avais juré de me concentrer sur moi-même et sur mes aspirations, sans laisser la place à de nouvelles relations. Mais un jour, lors d'une conférence technologique à laquelle je participais pour présenter mon logiciel, je fis la connaissance de quelqu'un qui chamboula doucement mes plans. Il s'appelait Antoine, et il était développeur dans une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle. Nous avons commencé à discuter après ma présentation, et rapidement, la conversation devint naturelle et fluide. Antoine avait cette qualité rare d'écouter véritablement, de poser des questions pertinentes et de partager ses propres idées avec modestie. Il ne cherchait pas à impressionner, et c'est justement cela qui m'impressionna. Au fil des semaines, nous avons commencé à nous revoir, d'abord pour parler de nos projets professionnels, puis pour simplement passer du temps ensemble. Antoine était tout ce qu'Adrien n'avait jamais été. Il était respectueux, attentif, et surtout, il ne cherchait pas à me contrôler. Au lieu de cela, il m'encourageait à être moi-même, à suivre mes rêves et à ne jamais me sous-estimer. Bien que je sois restée prudente au début, j'ai fini par baisser ma garde et par lui faire confiance. Ce n'était pas facile, mais Antoine me montra que l'amour pouvait être une force positive, un soutien plutôt qu'un poids. Un soir, alors que nous dînions ensemble sur la terrasse de mon appartement, il me demanda « Sophie, après tout ce que tu as traversé, comment arrives-tu à rester si forte ?» Je réfléchis un instant avant de répondre. Je pense que la force ne vient pas d'un moment précis. Elle vient de toutes ces petites décisions qu'on prend chaque jour pour avancer, même quand c'est difficile. Elle vient du fait de ne jamais abandonner, même quand tout semble perdu. Il me regarda avec admiration et prit ma main dans la sienne. « Tu es incroyable, Sophie. Et je suis tellement heureux de pouvoir être à tes côtés dans ce nouveau chapitre de ta vie. » En entendant ces mots, je compris à quel point j'avais parcouru du chemin. J'étais passée d'une situation où je me sentais piégée et impuissante à une vie où je pouvais enfin respirer, créer, aimer, et rêver à nouveau. Tout ce que j'avais enduré m'avait rendue plus forte, plus résiliente, et plus déterminée à vivre selon mes propres termes. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je ne ressens ni colère ni regret. Ce que j'ai vécu avec Adrien et sa famille m'a appris des leçons précieuses, et ces expériences ont façonné la femme que je suis devenue. Mon entreprise continue de prospérer, et je travaille maintenant à des projets qui visent à aider d'autres femmes entrepreneurs à se lancer et à surmonter les obstacles qui se dressent sur leur chemin. J'ai découvert une nouvelle passion pour le mentorat et le partage de connaissances, et cela donne encore plus de sens à tout ce que je fais. Quant à Adrien, je n'ai plus jamais entendu parler de lui après son départ. Il fait partie d'un passé que je suis prête à laisser derrière moi, un chapitre clos d'un livre que je suis fière de continuer à écrire. Ce qui compte maintenant, ce n'est pas ce que j'ai perdu ou ce que j'ai enduré, mais ce que j'ai gagné, ma liberté, ma confiance en moi, et une vie pleine de possibilités. Alors que je regarde le coucher de soleil depuis mon balcon, un verre de vin à la main, je souris en pensant à tout ce que l'avenir me réserve. Parce que pour la première fois depuis longtemps, je sais que je suis exactement là où je suis censée être. Et cela, personne ne pourra jamais me l'enlever. Et ainsi, nous arrivons à la conclusion de cette histoire émouvante, pleine de luttes, de défis, mais aussi de victoires et de transformations profondes. Sophie Morel, notre protagoniste, a traversé des moments extrêmement difficiles. Nous avons vu comment elle a été confrontée à la manipulation,
à l'injustice et à l'oppression, comment elle a dû affronter des personnes qui cherchaient à l'exploiter et à la rabaisser. Mais, malgré tout, elle a choisi de ne pas abandonner. Elle a décidé de se battre pour ce qui lui appartenait, de revendiquer sa dignité et de poursuivre ses rêves, même dans les circonstances les plus adverses. Cette histoire n'est pas seulement celle de Sophie. C'est aussi une métaphore puissante de la vie, un rappel que chacun d'entre nous peut être confronté à des situations similaires où il semble que tout est perdu, où l'on se sent submergé par les défis. Pourtant, à travers la persévérance, la foi et une détermination inébranlable, il est possible de surmonter même les plus grandes épreuves. En écoutant cette histoire, nous pouvons tous nous identifier à Sophie d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous avez aussi traversé des moments où vous vous êtes senti exploité, ou des personnes en qui vous aviez confiance vous ont déçu ou trahi. Peut-être avez-vous aussi connu des jours où vous pensiez que rien ne s'améliorerait, où tout semblait sombre et sans espoir. Mais ce que cette histoire nous enseigne, c'est que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Cette lumière, c'est notre foi, notre capacité à croire en un avenir meilleur et à travailler dur pour le construire. Le parcours de Sophie nous montre aussi qu'il est essentiel de se connaître soi-même et de savoir ce que nous méritons. Trop souvent, nous laissons les autres définir notre valeur, nous contentant de moins que ce que nous méritons réellement. Sophie a commencé son chemin en croyant que son mariage avec Adrien représentait la sécurité, l'amour et une vie meilleure. Mais au fil du temps, elle a découvert que cette relation n'était qu'une cage dorée, un piège qui étouffait ses rêves et détruisait sa confiance en elle. Elle a dû faire face à la vérité, aussi douloureuse soit-elle, pour pouvoir se libérer. Et c'est là une leçon cruciale pour chacun d'entre nous, ne jamais avoir peur de quitter une situation qui nous détruit, même si cela signifie repartir de zéro. Parfois, il faut tout perdre pour tout regagner, et c'est exactement ce que Sophie a fait. En réfléchissant à cette histoire, il est également important de parler de la manière dont Sophie a géré sa colère et son ressentiment. Il aurait été facile pour elle de sombrer dans la haine ou dans un désir de vengeance. Après tout, Adrien et sa famille lui avaient causé tant de souffrance, l'avaient utilisé et humilié à maintes reprises. Mais au lieu de cela, Sophie a choisi une autre voie. Elle a transformé sa douleur en force, utilisant ses expériences comme carburant pour avancer, pour bâtir quelque chose de beau et de durable. Cette attitude est une leçon pour nous tous. La vengeance ne nous rend pas plus forts, elle nous emprisonne dans le passé. La véritable victoire, c'est de tourner la page, de se concentrer sur notre propre bonheur et notre propre réussite. Et maintenant, à tous ceux qui écoutent ou lisent cette histoire, je veux vous poser une question. Qu'avez-vous appris de ce récit? Avez-vous vu en Sophie un reflet de vos propres luttes? Avez-vous ressenti cette même envie de vous libérer, de prendre le contrôle de votre vie? Si oui, alors prenez ce moment pour réfléchir à ce que vous pouvez changer dès aujourd'hui. Peut-être est-il temps de poser des limites avec certaines personnes dans votre vie, ou peut-être est-il temps de poursuivre un rêve que vous avez trop longtemps repoussé. Quelle que soit la leçon que vous tirez de cette histoire, souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour croire en vous-même, pour transformer votre vie. Et bien sûr, avant de continuer, je vous invite à soutenir cette chaîne. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré ou si elle vous a donné des forces, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner. Votre soutien nous permet de continuer à partager des récits comme celui-ci, des histoires qui ont le pouvoir de toucher les cœurs et de changer les vies. Alors, abonnez-vous, partagez cette vidéo avec vos amis, et laissez un commentaire pour nous dire ce que cette histoire a signifié pour vous. Vos retours sont précieux, et nous lisons chacun de vos messages avec attention. Maintenant, avant de conclure, je veux partager avec vous une réflexion qui s'appuie sur un passage très spécial de la Bible, Jean 3h16. Ce verset dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce passage est peut-être l'un des plus connus de la Bible, et pour une bonne raison, il résume l'essence même de l'amour de Dieu pour nous. Ce que nous voyons dans ce verset, c'est un amour incommensurable, un amour qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Dieu nous aime tellement qu'il a été prêt à faire le plus grand sacrifice imaginable, donnant son propre Fils pour nous sauver. Quand je pense à Sophie et à son parcours, je ne peux m'empêcher de voir un parallèle avec cet amour divin. Sophie a appris à se libérer des chaînes de l'oppression et à croire en sa propre valeur. Mais ce que Dieu nous dit à travers Jean 3h16, c'est que nous avons toujours eu une valeur immense à ses yeux, bien avant même que nous ne le réalisions nous-mêmes. Peu importe ce que nous avons traversé,
Peu importe nos échecs ou nos erreurs, Dieu nous aime d'un amour parfait et infini. Il nous appelle à venir à lui, à accepter son amour, et à vivre une vie transformée par sa grâce. Si vous écoutez ceci aujourd'hui et que vous vous sentez perdu, si vous portez un fardeau que vous ne savez plus comment gérer, sachez que Dieu est là pour vous. Il est toujours prêt à vous accueillir, à vous offrir sa paix et son pardon. Tout ce qu'il demande, c'est que vous croyiez en lui, que vous acceptiez son Fils, Jésus-Christ, comme votre Sauveur. Jésus a porté nos péchés sur la croix pour que nous puissions être libres, pour que nous puissions avoir une relation directe avec Dieu et connaître une paix qui dépasse toute compréhension. Accepter Jésus-Christ, c'est le plus grand pas que vous puissiez faire dans votre vie. Cela signifie reconnaître que vous ne pouvez pas tout gérer par vous-même, que vous avez besoin de son aide, de son amour et de sa guidance. Et la beauté de cet acte de foi, c'est qu'il ne dépend pas de vos mérites ou de vos bonnes actions. C'est un cadeau gratuit, offert par grâce, parce que Dieu vous aime tel que vous êtes. Alors aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à cette invitation. Si vous sentez dans votre cœur que vous voulez prendre cette décision, faites-le dès maintenant. Parlez à Dieu, dites-lui simplement, « Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Je crois en ton Fils Jésus-Christ, et je l'accepte comme mon Sauveur. Pardonne mes péchés, transforme ma vie, et guide-moi sur ton chemin. » Cette prière, bien qu'elle soit simple, a le pouvoir de changer votre vie à jamais. Parce que lorsque vous acceptez Jésus, vous n'êtes plus jamais seul. Vous avez un Père céleste qui marche à vos côtés, qui vous soutient dans chaque épreuve et qui vous offre un avenir rempli d'espoir. Pour conclure, je veux vous remercier d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Ce récit de Sophie est une illustration puissante de la résilience humaine, mais aussi de la manière dont nous pouvons surmonter les défis lorsque nous croyons en nous-mêmes et que nous faisons confiance à un plan plus grand. Et ce plan, je crois fermement qu'il est orchestré par un Dieu aimant, qui veut le meilleur pour chacun de nous. Que cette histoire soit une inspiration pour vous, et que l'amour de Dieu illumine votre chemin, aujourd'hui et chaque jour à venir.